Mais derrière cette vision de science-fiction se cache un problème philosophique profond. La téléportation remet en question la nature même de l'identité et de la continuité de la conscience. Le voyage dans le temps est un concept qui fascine depuis des siècles, nourrissant des récits de science-fiction, des théories philosophiques et des spéculations scientifiques. Pourtant, derrière l'idée séduisante de remonter le cours de l'histoire se cache l'un des problèmes les plus troublants de la logique temporelle, le paradoxe du grand-père. Cette contradiction hypothétique expose une situation où un acte dans le passé pourrait empêcher l'existence même de celui qui l'a commis, créant une boucle impossible à résoudre. Le paradoxe se présente ainsi: un voyageur temporel remonte dans le passé, bien avant sa naissance, à une époque où son grand-père est encore jeune et sans enfant. Pour une raison quelconque, un accident ou une intention délibérée, il tue son grand-père avant que celui-ci ne rencontre sa grand-mère. Par conséquent, son parent direct ne naît jamais, et lui-même ne peut donc jamais exister. Mais si le voyageur temporel n'existe pas, comment a-t-il pu voyager dans le passé et commettre cet acte ? Cette contradiction semble irréconciliable, car elle crée une boucle où la cause et l'effet s'annulent mutuellement. Les philosophes, écrivains et scientifiques ont imaginé plusieurs solutions possibles à ce paradoxe. L'une des plus simples est la théorie des lignes temporelles fixes, qui suppose que le passé est immuable. Quelle que soit l'action entreprise par un voyageur temporel, les événements historiques resteront inchangés. Si le voyageur tente de tuer son grand-père, il échouera forcément à cause d'un imprévu, une arme défectueuse, un accident fortuit ou une intervention extérieure. L'univers lui-même se défendrait contre les altérations temporelles, garantissant ainsi que le voyageur temporel puisse exister. Cette idée est explorée dans plusieurs récits de science-fiction, où les tentatives de modification du passé sont toujours contrecarrées. Une autre hypothèse repose sur la théorie des univers parallèles. Selon cette conception, chaque modification du passé crée une nouvelle réalité distincte. Si le voyageur temporel tue son grand-père, il ne modifie pas son propre passé, mais crée une ligne temporelle alternative dans laquelle il n'existe pas. Dans sa propre chronologie d'origine, rien ne change, et il reste en vie. Cette théorie des multivers permet de contourner le paradoxe, mais elle soulève des questions encore plus complexes. Existe-t-il une infinité de mondes parallèles ? Chaque décision humaine pourrait-elle générer une nouvelle branche temporelle ? Certaines œuvres de science-fiction explorent également le concept de boucle causale, où les événements du passé et du futur sont intrinsèquement liés. Dans ce scénario, le voyageur temporel pourrait être indirectement responsable de sa propre existence. Par exemple, il pourrait accidentellement provoquer la rencontre de ses grands-parents en essayant de les séparer, créant ainsi un cercle temporel parfait où sa tentative de modifier le passé devient la cause même de sa naissance. Enfin, certains physiciens théoriciens suggèrent que le passé pourrait être modifiable, mais que les changements ne se répercuteraient pas immédiatement dans le présent. Des ondes temporelles pourraient traverser l'histoire, modifiant progressivement le cours des événements. Cette idée, bien que populaire dans certains récits de fiction, reste très spéculative. Au-delà de la science-fiction, le paradoxe du grand-père soulève des questions philosophiques profondes sur la nature du temps, du destin et du libre arbitre. Si le temps peut être modifié, cela signifie-t-il que l'avenir est également malléable ? Ou sommes-nous condamnés à suivre un chemin prédéterminé, où chaque action est inscrite dans une ligne temporelle fixe ? Certains scientifiques, comme Stephen Hawking, ont suggéré que la nature même du temps pourrait empêcher toute forme de voyage temporel vers le passé, rendant le paradoxe du grand-père purement théorique. D'autres, inspirés par la physique quantique et les théories sur les trous de verre, envisagent des moyens complexes de contourner les lois apparentes du temps. Le paradoxe du grand-père reste l'un des problèmes les plus captivants et insolubles de la philosophie et de la science. Tant que nous ne comprendrons pas mieux la nature du temps, il continuera de hanter notre imagination, nourrissant des récits de voyages impossibles et d'aventures à travers les âges. L'idée d'un être tout-puissant fascine les philosophes, les théologiens et les penseurs depuis des siècles. À première vue, l'omnipotence semble signifier la capacité de tout faire, sans aucune limite. Mais cette notion, aussi simple qu'elle puisse paraître, mène à un dilemme profondément intrigant connu sous le nom de paradoxe de l'omnipotence.
La formulation classique du paradoxe est la suivante: un être tout-puissant peut-il créer une pierre si lourde qu'il ne pourrait pas la soulever lui-même? Si la réponse est oui, alors cet être ne peut pas soulever la pierre et n'est donc pas tout-puissant. Si la réponse est non, cela signifie qu'il ne peut pas créer cette pierre, ce qui remet aussi en question son omnipotence. Dans les deux cas, l'idée d'une puissance absolue semble s'effondrer. Ce paradoxe est bien plus qu'un simple jeu de mots. Il touche à la nature même du pouvoir, des limites et de la logique. Certains philosophes, comme Thomas d'Aquin, ont tenté de résoudre le problème en affirmant que l'omnipotence ne signifie pas faire l'impossible au sens logique. Selon lui, un être tout-puissant ne peut pas faire quelque chose de logiquement contradictoire, comme créer un carré rond ou un nombre plus grand que l'infini. Ces actions sont incohérentes et ne peuvent exister, même dans un monde gouverné par un être suprême. D'autres penseurs, comme Descartes, ont soutenu une vision encore plus radicale. Dieu, en tant qu'être tout-puissant, pourrait même défier la logique elle-même. Dans cette perspective, les lois de la logique ne sont pas des contraintes extérieures imposées à un être suprême, mais des règles qu'il peut redéfinir à sa guise. Le paradoxe ne concerne pas seulement la théologie. En philosophie politique, on peut le voir dans la question suivante: une autorité suprême peut-elle créer une loi qu'elle ne peut pas enfreindre? Si elle peut violer cette loi, alors cette autorité n'est pas limitée par elle. Si elle ne peut pas, alors elle n'est pas toute puissante. Cette idée trouve des échos dans les systèmes juridiques modernes, où l'on débat souvent des limites du pouvoir législatif et exécutif. Certains philosophes contemporains considèrent que la question même du paradoxe est mal posée. Dire qu'un être peut tout faire sans définir clairement ce que cela signifie est une affirmation floue. Après tout, le langage humain repose sur des concepts logiques, et peut-être que l'idée d'une omnipotence absolue dépasse simplement notre capacité de compréhension. Au final, le paradoxe de l'omnipotence reste une énigme fascinante. Il nous rappelle les limites de la pensée humaine face à des concepts comme l'infini, le pouvoir absolu et la logique universelle. Peut-être que la vraie question n'est pas de savoir si un être tout-puissant peut créer cette fameuse pierre, mais de comprendre pourquoi nous cherchons à poser cette question en premier lieu. Le paradoxe du chat de Schrödinger est l'un des concepts les plus célèbres de la physique quantique, illustrant la nature étrange et contre-intuitive du monde subatomique. Imaginé par le physicien autrichien Erwin Schrödinger en 1935, ce paradoxe vise à montrer à quel point les principes de la mécanique quantique peuvent défier le bon sens lorsqu'ils sont appliqués à des objets du quotidien. L'expérience de pensée propose de placer un chat dans une boîte fermée contenant un dispositif quantique potentiellement mortel. Ce dispositif comprend un atome radioactif, un compteur Geiger, un flacon de poison et un marteau. Si l'atome se désintègre, le compteur Geiger détecte la radiation, déclenchant le marteau qui brise le flacon de poison, tuant le chat. Si l'atome ne se désintègre pas, le chat reste en vie. Le cœur du paradoxe réside dans l'application de la superposition quantique. En mécanique quantique, tant que l'atome radioactif n'a pas été observé, il existe dans un état de superposition, il est à la fois désintégré et intact. Par extension, le chat devrait lui aussi être à la fois vivant et mort tant que personne n'ouvre la boîte pour vérifier son état. L'acte même d'observer le chat effondre la superposition quantique, forçant le système à choisir un état unique, vivant ou mort. Ce paradoxe a été conçu à l'origine par Schrödinger pour critiquer l'interprétation de Copenhague, une des théories dominantes de la physique quantique. Selon cette interprétation, les particules quantiques n'ont pas d'état défini tant qu'elles ne sont pas mesurées. Cela signifie que la réalité elle-même semble dépendre de l'observation, ce qui défie l'idée traditionnelle d'un monde objectif et indépendant de l'esprit humain. Des interprétations alternatives ont été proposées pour résoudre ce paradoxe. La plus célèbre est celle des univers parallèles, aussi appelée interprétation des mondes multiples. Selon cette théorie, lorsque l'atome se désintègre ou reste intact, l'univers se divise en deux réalités distinctes. Dans l'une, le chat est vivant, et dans l'autre, il est mort. Chaque possibilité devient une réalité parallèle. D'autres interprétations incluent l'idée que l'information quantique est redistribuée dans l'univers entier, ou que des interactions inconnues au niveau subatomique déterminent l'effondrement de l'état quantique. Certains physiciens avancent même que notre compréhension du temps et de l'espace est insuffisante pour comprendre ce qui se passe réellement à l'échelle quantique.
Au-delà de la physique, le paradoxe du chat de Schrödinger a également inspiré des réflexions philosophiques et culturelles sur la nature de la réalité, de la vie et de la mort. Dans la culture populaire, il est souvent utilisé pour illustrer des situations ambiguës ou incertaines, où deux états contradictoires semblent exister simultanément. Finalement, le paradoxe du chat de Schrödinger rappelle que le monde quantique obéit à des lois radicalement différentes de celles qui régissent notre expérience quotidienne. Il défie notre intuition et remet en question notre compréhension de la réalité elle-même. Que le chat soit mort, vivant ou les deux à la fois, une chose est certaine, le mystère quantique reste l'un des plus profonds de la science moderne. Imaginez une nuit d'été, allongée sur l'herbe humide sous un ciel clair et étoilé. Les constellations scintillent, et l'immensité du cosmos semble infinie. Tandis que vous contemplez cette mer de lumière, une question s'impose à votre esprit, où sont les extraterrestres ? L'univers est si vaste que l'idée d'être seul paraît presque ridicule. Pourtant, cette question n'a rien de nouveau. Elle a été posée en 1950 par le célèbre physicien Enrico Fermi, dans un contexte inattendu. Fermi était assis à la cafétéria du laboratoire national de Los Alamos avec quelques collègues. La discussion portait sur des histoires d'ovnis qui circulaient dans la presse à l'époque. En pleine conversation, Fermi, jusque-là silencieux, posa soudainement cette question simple mais déconcertante, mais où sont-ils ? Il faisait référence aux extraterrestres. Si la vie intelligente existe ailleurs, pourquoi n'avons-nous jamais vu la moindre preuve de son existence ? Ce qui est devenu le paradoxe de Fermi repose sur une contradiction profonde. Selon les meilleures estimations scientifiques, l'univers contient des milliards de galaxies, chacune abritant des milliards d'étoiles. La probabilité que certaines planètes soient habitables est astronomiquement élevée. Si la vie intelligente est courante, certaines civilisations auraient dû apparaître il y a des millions, voire des milliards d'années. Elles auraient eu largement le temps de coloniser toute la galaxie. Pourtant, l'espace semble silencieux. Aucune transmission, aucun vaisseau spatial, aucun signe de vie avancée. Pourquoi ? Plusieurs théories tentent de résoudre ce mystère. L'une des explications les plus inquiétantes est celle du grand filtre. Elle suggère qu'il existe une étape cruciale dans le développement des civilisations qui est presque impossible à surmonter. Ce filtre pourrait être derrière nous, peut-être que l'apparition de la vie complexe est incroyablement rare. Mais il pourrait aussi être devant nous, peut-être que les civilisations technologiques finissent par s'autodétruire avant de pouvoir explorer les étoiles. Une guerre nucléaire, une catastrophe écologique ou l'épuisement des ressources pourraient constituer ce filtre inéluctable. D'autres théories sont plus intrigantes encore. Et si les civilisations intelligentes évitaient de se faire remarquer, craignant des prédateurs cosmiques ? Peut-être existe-t-il une espèce terrifiante, si avancée qu'elle détruit toutes les autres civilisations pour préserver son hégémonie. Cette idée, connue sous le nom d'hypothèse du zoo, imagine que nous sommes observés en secret, comme des animaux dans une réserve protégée, sans jamais nous en rendre compte. Il y a aussi l'hypothèse du grand silence. Peut-être que la vie intelligente est condamnée à l'isolement. Chaque civilisation pourrait évoluer, diffuser des signaux dans l'espace pendant un moment, puis disparaître, victime de son propre développement. Peut-être que la fenêtre de communication est minuscule à l'échelle cosmique. Enfin, il se pourrait que nous ne sachions simplement pas où chercher. Les signaux extraterrestres pourraient être incompréhensibles pour nous, ou voyager sur des fréquences que nous ne savons pas capter. La technologie humaine est encore jeune à l'échelle cosmique. Nous écoutons peut-être des messages depuis des décennies, sans jamais les comprendre. Alors, la prochaine fois que vous regarderez les étoiles, souvenez-vous de cette question posée par Fermi. Peut-être sommes-nous les premiers, ou les seuls. Ou peut-être que quelque chose, là-bas, attend patiemment que nous soyons prêts. L'idée de l'âme a traversé toutes les cultures et époques, devenant un concept central dans les grandes religions et les courants philosophiques. Elle désigne cette essence immatérielle et éternelle qui, selon les croyances, constitue la véritable identité d'une personne, distincte du corps physique. Mais dès que l'on tente de définir ce qu'est l'âme ou d'expliquer comment elle fonctionne, on se heurte à un paradoxe profond,
comment une entité immatérielle peut-elle influencer un corps matériel, et que devient-elle après la mort? Dans la philosophie classique, Platon considérait l'âme comme l'élément le plus pur et le plus important de l'être humain. Pour lui, elle existait avant même la naissance et survivait après la mort. Elle était prisonnière du corps, qu'il voyait comme un obstacle temporaire à sa véritable nature. Cette vision dualiste, où le corps et l'âme sont deux entités distinctes, a fortement influencé les traditions spirituelles occidentales et religieuses. Les traditions religieuses comme le christianisme, l'islam ou l'hindouisme décrivent souvent l'âme comme immortelle. À la mort, elle quitte le corps pour voyager vers un autre monde, le paradis, l'enfer ou une nouvelle vie dans un cycle de réincarnation. Ces croyances offrent une réponse réconfortante à l'angoisse de la mort, en promettant une existence continue au-delà du monde physique. Cependant, cette idée se heurte aux découvertes modernes en neurosciences. Les scientifiques expliquent aujourd'hui que la conscience humaine, les émotions et les souvenirs sont générés par l'activité du cerveau. Lorsqu'une personne meurt, son cerveau cesse de fonctionner et toutes ses expériences disparaissent. Selon cette vision matérialiste, il n'y a donc pas de place pour une âme indépendante du corps. Pourtant, certains phénomènes intriguent encore la communauté scientifique. Les expériences de mort imminente, par exemple, sont rapportées par des personnes ayant été déclarées cliniquement mortes, puis réanimées. Ces individus décrivent souvent des visions de tunnels lumineux, de paysages sereins et de rencontres avec des êtres chers disparus. Bien que les neuroscientifiques expliquent ces phénomènes par des réactions chimiques dans un cerveau privé d'oxygène, certains y voient des indices possibles d'une forme de survie de la conscience après la mort. Les avancées technologiques actuelles soulèvent également de nouvelles questions. Avec les recherches sur le téléchargement de l'esprit et l'intelligence artificielle, certains chercheurs envisagent un futur où la conscience pourrait être transférée dans des machines. Si cela devenait possible, cela remettrait en cause la notion même d'âme, en la transformant en simple donnée transférable d'un support à un autre. Le paradoxe de l'âme persiste donc, oscillant entre une vision spirituelle et une explication scientifique. Pour les uns, elle est le fondement de l'identité humaine et la promesse d'une existence au-delà de la mort. Pour les autres, elle n'est qu'un concept symbolique créé pour apaiser l'angoisse existentielle. La vérité, si elle existe, pourrait se situer à la frontière de ces deux perspectives, dans un espace où la science et la spiritualité se croisent sans jamais se rejoindre pleinement. Imaginez que vous entrez dans une bibliothèque aux proportions inimaginables. Les étagères s'étendent à perte de vue dans toutes les directions, verticalement et horizontalement. Chaque rayon est rempli de livres identiques en taille et en format, 410 pages, 40 lignes par page, 80 caractères par ligne. Mais ce qui fait la particularité de cette bibliothèque, c'est que chaque livre contient une combinaison différente de lettres, de chiffres et de symboles. Cette vision vertigineuse provient d'une nouvelle de Jorge Luis Borges intitulée « La bibliothèque de Babel », écrite en 1941. Dans cet univers, la bibliothèque contient tous les livres possibles. Cela signifie que quelque part dans cette infinité de volumes se trouve un livre contenant toute votre biographie, lettre par lettre, mot pour mot, y compris tout ce que vous avez fait et tout ce que vous ferez. Un autre livre décrira une version alternative de votre vie, où tout est presque pareil sauf un minuscule détail changé. Mais le paradoxe apparaît lorsqu'on réfléchit à ce que signifie « tout contenir ». La majorité des livres de cette bibliothèque sont du pur non-sens, des assemblages de lettres sans signification. Pourtant, quelque part dans cette mer d'absurdité, il existe chaque livre qui a du sens, tous les chefs-d'œuvre littéraires jamais écrits et même ceux qui n'ont jamais été imaginés. Le problème est que trouver un livre significatif dans cet océan d'aléatoire est quasiment impossible. Imaginez chercher un manuel médical précis pour soigner une maladie. Il existe, bien sûr, quelque part dans la bibliothèque. Mais pour chaque version correcte, il existe des milliards de versions remplies d'erreurs minuscules, où un médicament est mal dosé ou une étape essentielle est oubliée. Comment distinguer le vrai du faux ? La bibliothèque infinie de Borges symbolise l'idée de l'information infinie et du chaos informationnel. À l'ère d'Internet, cette métaphore devient presque prophétique, nous avons accès à plus d'informations que jamais auparavant, mais cette abondance inclut aussi des montagnes de désinformation, de théories du complot et de contenus inutiles.
Trouver la vérité dans cet univers numérique peut sembler aussi difficile que de trouver un livre utile dans la bibliothèque de Babel. Finalement, Borges nous invite à méditer sur la quête du savoir dans un monde où tout est possible, mais où la rareté n'est pas l'information, c'est la compréhension. Ce paradoxe illustre la lutte constante entre l'accès infini à la connaissance et notre capacité limitée à l'interpréter et à lui donner du sens. Le paradoxe du navire de Thésée est un problème philosophique qui explore la notion d'identité à travers le changement. Il trouve son origine dans l'Antiquité grecque, où Plutarque raconte l'histoire du célèbre navire de Thésée. Ce navire, après avoir été utilisé pour de nombreuses expéditions, fut conservé par les Athéniens en hommage à leurs exploits héroïques. Mais au fil du temps, les planches du navire commencèrent à pourrir. Les artisans remplacèrent chaque pièce endommagée par une nouvelle, jusqu'à ce que toutes les parties d'origine aient été remplacées. À ce stade, une question essentielle se pose, le navire de Thésée, entièrement restauré, est-il toujours le même? Cette réflexion sur l'identité ne s'arrête pas là. Thomas Hobbes ajouta un élément supplémentaire, si les anciennes planches, préservées, étaient assemblées ailleurs pour former un nouveau navire, lequel des deux serait le véritable navire de Thésée? Le navire constitué des pièces originales ou celui ayant conservé sa continuité historique à travers les remplacements successifs? Ce paradoxe dépasse largement le cadre d'un simple objet matériel. Il touche directement au concept d'identité personnelle et de continuité. Le corps humain, par exemple, subit des changements constants. Les cellules de la peau, du foie et même du cerveau sont remplacées régulièrement. Pourtant, malgré ces renouvellements, chaque individu conserve le sentiment d'être la même personne tout au long de sa vie. Cette continuité semble liée non pas à la composition physique, mais à la mémoire, à la conscience et à l'expérience accumulée. Dans le domaine de la technologie et de l'intelligence artificielle, ce paradoxe a des implications profondes. Si un robot ou une intelligence artificielle pouvait recevoir des mises à jour constantes, changer d'apparence ou même transférer sa conscience dans un autre corps mécanique, resterait-il le même? De même, les recherches sur le transfert de l'esprit humain vers des machines posent la question de savoir si la personne transférée serait toujours la même ou simplement une copie. Le paradoxe du navire de Thésée est également utilisé en droit et en économie. Une entreprise qui remplace au fil des ans ses infrastructures, ses employés et ses dirigeants est-elle toujours la même entité légale? Un produit technologique soumis à d'innombrables mises à jour conserve-t-il son identité d'origine, ou devient-il une nouvelle création? Cette réflexion sur l'identité dépasse les objets et les individus. Elle interroge la manière dont nous définissons la persistance dans un monde en perpétuel changement. L'identité semble être à la fois une question de structure et de continuité narrative. Tant que l'histoire d'un objet ou d'une personne se poursuit de manière cohérente, même à travers des changements radicaux, il ou elle reste, d'une certaine manière, le même. Le paradoxe du navire de Thésée demeure une interrogation intemporelle sur la nature du changement et sur ce qui constitue véritablement l'essence d'une chose ou d'un être. Le paradoxe du cerveau dans une cuve est un problème philosophique fascinant qui remet en question notre perception de la réalité. Imaginé par le philosophe Hilary Putnam dans les années 1980, ce scénario hypothétique propose que notre cerveau pourrait être isolé de son corps et placé dans une cuve remplie de substances nutritives pour le maintenir en vie. Connecté à un superordinateur, il recevrait des stimuli sensoriels artificiels, simulant parfaitement le monde extérieur. Si tel était le cas, nous ne pourrions jamais savoir que notre réalité est une illusion. Ce paradoxe repose sur une idée centrale de la philosophie de l'esprit, la distinction entre le monde extérieur et notre perception interne. Tout ce que nous croyons savoir provient de nos sens, la vue, l'ouïe, le toucher, le goût et l'odorat. Mais nos sens peuvent être trompés. Si un ordinateur était capable de générer des signaux sensoriels identiques à ceux de la réalité, nous ne pourrions pas faire la différence entre un monde réel et un monde simulé. Cette idée a été popularisée dans la culture populaire à travers des films comme Matrix, où les humains sont maintenus dans une simulation virtuelle sans le savoir. Les personnages vivent dans un monde artificiel si réaliste qu'ils ne remettent jamais en question son authenticité, à moins de découvrir la vérité par accident.
Le paradoxe du cerveau dans une cuve touche également à des questions fondamentales en neurosciences et en intelligence artificielle. Si notre esprit est le produit de l'activité électrique de notre cerveau, il est théoriquement possible de reproduire cette activité de manière artificielle. Des recherches récentes sur les interfaces cerveau-machine montrent que des technologies permettant de contrôler des membres artificiels ou même de transmettre des pensées simples deviennent de plus en plus réalistes. Sur le plan philosophique, le cerveau dans une cuve interroge aussi la nature de la vérité et du savoir. Selon les sceptiques, si nous ne pouvons jamais être sûrs que notre monde est réel, alors tout ce que nous croyons savoir pourrait être une illusion. Cette vision radicale du scepticisme philosophique rejoint les idées développées par René Descartes au XVIIe siècle, lorsqu'il a proclamé « Je pense, donc je suis ». Pour Descartes, même si un génie malin manipulait nos perceptions, le fait même de penser prouve l'existence d'un je pensant, quelle que soit la réalité extérieure. Depuis l'Antiquité, le paradoxe du mal a été au cœur des débats philosophiques et théologiques. Il explore la contradiction apparente entre l'existence du mal et celle d'un Dieu supposément tout-puissant, omniscient et infiniment bon. Si un être divin possède ces trois attributs, il devrait logiquement vouloir et pouvoir empêcher le mal. Pourtant, la souffrance, l'injustice et la douleur existent dans le monde. Cette tension entre la réalité du mal et l'idée d'un Dieu parfait a suscité des réflexions complexes à travers l'histoire. La tradition philosophique occidentale remonte cette réflexion à Épicure, un philosophe grec du IVe siècle avant notre ère. Selon lui, l'existence du mal semblait exclure au moins un des trois attributs divins. Si Dieu veut empêcher le mal mais ne le peut pas, il n'est pas tout-puissant. S'il peut le faire mais ne le veut pas, il n'est pas infiniment bon. Si Dieu ne fait rien parce qu'il ignore l'existence du mal, alors il n'est pas omniscient. Ce raisonnement a posé les bases d'un dilemme intellectuel encore débattu aujourd'hui. Pour répondre à cette contradiction, de nombreux penseurs religieux ont développé la notion de libre arbitre. Selon cette théorie, Dieu a créé les humains libres de leur choix, car la liberté est nécessaire à l'existence de l'amour, de la vertu et du bien authentique. Si les humains étaient programmés pour agir uniquement de manière morale, leurs actions n'auraient aucune valeur morale. Le mal n'est donc pas une création divine, mais une conséquence du libre arbitre humain. Cette explication est centrale dans le christianisme, où la chute d'Adam et Ève symbolise l'introduction du mal dans le monde par le biais de choix personnels. Une autre approche consiste à voir le mal comme un mal nécessaire destiné à permettre le développement moral et spirituel. Sans obstacle ni souffrance, les concepts de courage, de compassion et de pardon n'auraient aucun sens. La lutte contre le mal serait alors une opportunité de grandir spirituellement. Cette idée a été développée par le philosophe allemand Gottfried Wilhelm Leibniz, qui considérait que l'univers dans lequel nous vivons était le meilleur des mondes possibles. Selon lui, la coexistence du bien et du mal est un équilibre optimal, car un monde sans mal aurait impliqué des sacrifices plus importants sur d'autres plans, rendant l'univers moins riche et moins complexe. Certains courants mystiques vont plus loin, en affirmant que le mal n'a pas d'existence propre. Il serait une illusion créée par notre perception limitée. Ce que les humains considèrent comme mauvais pourrait être une partie nécessaire d'un plan divin infiniment complexe et parfait, que notre esprit ne peut pas comprendre. Dans cette perspective, la souffrance individuelle et collective ferait partie d'un système cosmique dont l'objectif ultime dépasse notre compréhension limitée. Au cours des siècles, des philosophes comme Thomas d'Aquin ont cherché à harmoniser la théologie chrétienne avec la logique rationnelle. Pour lui, le mal n'était pas une chose en soi, mais plutôt une privation de bien. Il le comparait à l'obscurité, qui n'existe que comme l'absence de lumière. Le mal serait donc une conséquence indirecte de la liberté accordée aux créatures rationnelles. Dans un cadre séculier, des penseurs comme David Hume ont rejeté ces explications. Pour lui, l'existence du mal contredit irrémédiablement l'idée d'un Dieu bienveillant et tout-puissant. Il considérait que l'univers était indifférent à la souffrance humaine, le monde n'étant qu'un système mécanique régi par des lois naturelles aveugles, sans intention ni dessein moral. Et si tout ce que vous connaissez de votre vie, vos souvenirs, vos émotions, n'était qu'une illusion créée par un programme informatique ? Cette question troublante est au cœur du paradoxe de la simulation, une idée qui remet en question la nature même de la réalité.
Sommes-nous vraiment des êtres de chair et de sang vivant dans un univers physique, ou les personnages d'une simulation cosmique hyper réaliste, créée par une intelligence supérieure ou par des ordinateurs ultra avancés? Ce concept est plus qu'une simple idée de science-fiction. Il a été exploré dans des œuvres emblématiques comme Matrix, où les humains sont enfermés dans une simulation virtuelle sans le savoir. Mais ce paradoxe a également été pris au sérieux par des philosophes, des physiciens et des penseurs contemporains. Le philosophe Nick Bostrom a formulé cette hypothèse en 2003 dans son essai « Vivons-nous dans une simulation » où il propose un raisonnement statistique inquiétant. Selon Bostrom, au moins l'une des trois affirmations suivantes doit être vraie. Les civilisations technologiquement avancées disparaissent avant de pouvoir créer des simulations aussi complexes que la réalité. Les civilisations avancées choisissent de ne jamais créer de simulations conscientes pour des raisons éthiques ou philosophiques. Si ces civilisations survivent et créent un grand nombre de simulations, alors il est statistiquement probable que nous vivions dans l'une d'elles. La troisième hypothèse est la plus perturbante. Si des civilisations avancées existent quelque part dans l'univers et qu'elles ont la capacité de créer des univers simulés, il pourrait exister des milliards, voire des trillions, de simulations. Si tel est le cas, les chances que notre univers soit la vraie réalité sont extrêmement faibles. Nous pourrions être enfermés dans un monde numérique ultra complexe, sans aucun moyen de le savoir. Si nous vivons dans une simulation, existe-t-il des indices qui pourraient nous trahir? Certains scientifiques spéculent que des glitches ou des anomalies inexpliquées pourraient être les preuves d'un monde simulé. Des phénomènes tels que le déjà-vu, les coïncidences improbables ou les synchronicités étranges pourraient être interprétés comme des bugs dans le programme. Les physiciens qui étudient la structure de l'univers ont également soulevé des questions troublantes. Par exemple, l'univers semble obéir à des lois physiques parfaitement réglées, comme si elles avaient été programmées. Les constantes fondamentales, la vitesse de la lumière, la gravité, la force nucléaire, sont ajustées avec une précision incroyable. Un décalage minime dans ces constantes rendrait la vie telle que nous la connaissons impossible. Cette précision semble presque intentionnelle, comme si l'univers avait été calibré pour permettre l'existence de la vie consciente. La physique quantique, en particulier, regorge de phénomènes mystérieux qui pourraient être interprétés comme des indices d'une simulation. L'intrication quantique, où deux particules distantes semblent se comporter comme si elles étaient connectées instantanément, défie notre compréhension du temps et de l'espace. Les sauts quantiques des particules subatomiques, qui passent d'un état à un autre sans trajectoire intermédiaire, pourraient ressembler à un rendu graphique instantané dans un jeu vidéo. Ces comportements étranges pourraient être comparés aux algorithmes d'optimisation utilisés dans les simulations informatiques pour économiser des ressources. Le paradoxe de la simulation ne concerne pas seulement la technologie ou la physique, il soulève également des questions philosophiques profondes. Si nous vivons dans une simulation, qui sont nos créateurs? Une intelligence extraterrestre ultra avancée? Des humains du futur ayant atteint un niveau technologique inimaginable? Ou sommes-nous un projet scientifique d'étudiants intergalactiques réalisant un devoir de fin d'année? Les motivations des créateurs pourraient être infinies. Peut-être sommes-nous des personnages dans une expérience sociologique complexe, une sorte de laboratoire géant où des scientifiques divins étudient nos comportements. Peut-être que notre monde est un divertissement pour des êtres supérieurs, comme un jeu vidéo cosmique. Ou peut-être que notre existence n'a aucun but spécifique, nous ne sommes qu'une simulation créée par hasard, laissée à tourner indéfiniment. Les religions et les mythes anciens pourraient même être interprétés sous cet angle. Les récits de Dieu créateur, d'entités supérieures et de mondes au-delà d'une autre pourraient être des intuitions humaines d'une réalité simulée. Les expériences mystiques, les visions et les phénomènes paranormaux pourraient être des interactions inhabituelles avec le programme. Si nous sommes vraiment dans une simulation, la question ultime est de savoir s'il est possible d'en sortir. Pourrions-nous hacker notre réalité et découvrir ce qui se trouve au-delà? Certaines œuvres de science-fiction imaginent des personnages prenant conscience de leur nature simulée et cherchant à s'échapper, comme dans Matrix ou The Truman Show. Mais dans le monde réel, s'échapper d'une simulation supposerait que nous comprenions son fonctionnement, ce qui semble presque impossible. Nous serions des intelligences simulées, incapables de voir au-delà des limites de notre programme. Si nos simulateurs sont aussi puissants que le suggère la théorie, ils pourraient manipuler notre perception pour empêcher toute rébellion ou tentative de sortie.
Le paradoxe de la simulation ne concerne pas seulement l'idée que notre univers est une création artificielle, il touche à des questions existentielles fondamentales. Si nous découvrions un jour que nous vivons dans une simulation, cela rendrait-il nos vies moins réelles? Après tout, même si nous sommes faits de lignes de code plutôt que de matière, nos émotions, nos souvenirs et nos expériences sont authentiques pour nous. Certains philosophes soutiennent que la réalité simulée est, par définition, réelle pour ceux qui y vivent. Peu importe que nous soyons des créatures biologiques ou des programmes informatiques, tant que nous sommes conscients, notre expérience du monde est significative. D'un autre côté, découvrir que l'univers est une simulation pourrait bouleverser notre compréhension de la place de l'humanité dans le cosmos. Si nous sommes des créations artificielles, cela signifierait que notre existence dépend du bon vouloir de nos simulateurs, ou de la stabilité du programme qui nous contient. Que se passerait-il si le programme était arrêté, redémarré ou corrompu? Le paradoxe de la simulation reste l'un des mystères les plus troublants de la philosophie contemporaine et de la cosmologie. À mesure que nos technologies de réalité virtuelle et d'intelligence artificielle progressent, l'idée que nous pourrions être dans une simulation devient de plus en plus difficile à écarter. Si nous sommes un jour capables de créer nos propres simulations conscientes, alors la possibilité que nous soyons nous-mêmes simulés deviendra presque inévitable. Dans un groupe de personnes réunies au hasard, on pourrait penser qu'il faut une foule immense pour que deux d'entre elles partagent le même anniversaire. Après tout, il y a 365 jours dans une année, ce qui semble offrir beaucoup de possibilités. Pourtant, en réalité, il suffit de 23 personnes pour qu'il y ait plus de 50% de chances qu'au moins deux personnes aient leur anniversaire le même jour. Cela semble incroyable, mais c'est une réalité mathématique. Ce paradoxe, appelé paradoxe de l'anniversaire, repose sur un principe de probabilité souvent mal compris. Notre intuition nous dit que les chances devraient être beaucoup plus faibles, car nous pensons à notre propre anniversaire par rapport à celui des autres. Mais la question réelle est différente, on s'intéresse à toutes les paires possibles de personnes. Dans un groupe de 23 personnes, il existe 253 combinaisons de paires uniques. Chaque paire a une chance sur 365 de ne pas partager le même anniversaire. Pour que personne dans le groupe n'ait le même anniversaire, toutes ces paires doivent avoir des dates différentes, ce qui devient rapidement improbable à mesure que le groupe grandit. Le calcul exact fonctionne en inversant le problème, on calcule la probabilité qu'aucun anniversaire ne soit partagé, puis on soustrait ce résultat de 1. Pour 23 personnes, cette probabilité tombe à environ 49,3%, ce qui signifie qu'il y a 50,7% de chances qu'au moins une paire partage le même anniversaire. Si le groupe atteint 57 personnes, la probabilité monte à plus de 99%. Ce paradoxe a des implications pratiques bien au-delà des fêtes d'anniversaire. En cryptographie, par exemple, il aide à comprendre pourquoi il est plus facile qu'on ne le pense de trouver des collisions dans des algorithmes de hachage. Le système de sécurité d'Internet repose sur le fait que ces collisions sont improbables mais pas impossibles. Le paradoxe de l'anniversaire nous enseigne aussi que notre esprit a du mal à saisir les grands nombres et les probabilités complexes. Les humains sont naturellement portés à sous-estimer les combinaisons possibles dans un groupe de taille modérée. Ce paradoxe n'est donc pas seulement un jeu de chiffres, il révèle nos limites cognitives lorsqu'il s'agit de comprendre l'aléatoire. Alors, la prochaine fois que vous êtes dans une pièce pleine de monde, pensez Y, les chances que deux personnes partagent leur anniversaire sont probablement bien plus élevées que vous ne l'imaginez. Un phénomène simple, mais étonnant, qui montre à quel point les mathématiques peuvent surprendre notre intuition. Imaginez une société parfaite où tout le monde est libre de dire ce qu'il pense, de croire en ce qu'il veut et de vivre selon ses principes. Une utopie de tolérance totale. Pourtant, cette vision idéale cache un problème sérieux, que le philosophe Karl Popper a mis en lumière en 1945 dans son ouvrage « La société ouverte et ses ennemis ». C'est là qu'il a formulé le fameux paradoxe de la tolérance, une société qui tolère absolument tout, même l'intolérance, risque de voir cette tolérance disparaître. Prenons un exemple concret, imaginez un parc public où chacun est invité à discuter et à partager ses idées. Un jour, un groupe apparaît, prêchant la haine et appelant à exclure certains participants. Que faire ?
Si on les laisse parler au nom de la liberté d'expression, ils risquent de convaincre d'autres et de créer un environnement hostile, où les personnes visées par leur discours ne se sentiront plus en sécurité et partiront. La tolérance initiale aura permis l'instauration de l'intolérance, détruisant le principe même de liberté et de coexistence pacifique. Popper ne dit pas qu'il faut immédiatement interdire toutes les opinions déplaisantes. Pour lui, il s'agit d'une tolérance conditionnelle. On peut discuter avec les personnes intolérantes tant qu'elles restent dans le cadre du débat. Mais dès qu'elles commencent à promouvoir la violence ou à détruire le dialogue, la société a non seulement le droit, mais aussi le devoir de leur refuser cette liberté. Cette idée est souvent mal comprise. Certains y voient un prétexte pour censurer les opinions contraires, mais ce n'est pas ce que Popper suggère. Ce qu'il propose, c'est une vigilance constante. Une société tolérante ne doit jamais se laisser dévorer par ceux qui rejettent ses principes fondamentaux. L'histoire a montré des exemples tragiques de ce paradoxe en action. Des régimes totalitaires sont parfois nés dans des démocraties ouvertes, où des groupes extrémistes ont utilisé les libertés offertes pour saper les bases du système. Une fois arrivés au pouvoir, ils ont supprimé ces mêmes libertés pour imposer leur domination. Alors, où se situe la limite ? Quand devient-il légitime d'intervenir ? C'est là toute la difficulté du paradoxe, il n'y a pas de réponse simple ni de règle universelle. Chaque société doit trouver son équilibre, entre liberté et protection contre ceux qui cherchent à détruire cette liberté. En fin de compte, ce paradoxe est un rappel puissant que la tolérance n'est pas une invitation à la passivité. Elle demande une réflexion constante, un engagement pour défendre les valeurs fondamentales tout en respectant la diversité des opinions. Une société qui veut durer doit être prête à tracer une ligne, même si cette ligne est floue et difficile à définir. Pensez la prochaine fois que vous entendrez une opinion qui semble menaçante, à quel moment cette opinion cesse-t-elle d'être une simple idée pour devenir un danger réel ? La réponse n'est jamais facile, et c'est précisément ce qui rend ce paradoxe si fascinant. Le cosmos s'étend dans toutes les directions, un océan infini de galaxies, d'étoiles et de planètes. Pourtant, quelque chose d'étrange trouble les scientifiques, l'univers est trop bien organisé. Où que l'on regarde, il semble uniforme, avec des galaxies réparties de manière presque parfaite et une température cosmique constante. Ce constat pose un problème majeur en physique et en cosmologie, connu sous le nom de paradoxe de l'univers observable. Selon les lois de la physique, rien ne devrait être aussi homogène. Lorsque l'univers est né du Big Bang, il était censé être un endroit incroyablement chaud et dense, rempli de particules en mouvement chaotique. Or, lorsque les astronomes ont étudié le rayonnement de fond cosmique, l'écho fossile du Big Bang, ils ont découvert que la température de l'univers est identique partout, à un niveau de précision stupéfiant. Deux régions du cosmos, séparées par des milliards d'années-lumière, ont exactement la même température. Comment est-ce possible alors qu'elles n'ont jamais eu le temps de communiquer entre elles, même à la vitesse de la lumière ? Pour expliquer cette énigme, les cosmologistes ont proposé l'hypothèse de l'inflation cosmique. Juste après le Big Bang, l'univers aurait connu une expansion incroyablement rapide, bien plus rapide que la vitesse de la lumière elle-même. Cette dilatation soudaine aurait étiré l'espace-temps et l'aurait lissé, expliquant pourquoi tout semble uniforme aujourd'hui. C'est comme étirer un morceau de tissu froissé jusqu'à ce qu'il devienne parfaitement plat. Mais cette théorie ne fait qu'ouvrir la porte à des questions encore plus complexes. Si l'inflation cosmique a eu lieu, pourquoi s'est-elle arrêtée ? Et si elle ne s'était jamais arrêtée ailleurs ? Certains scientifiques pensent que l'inflation pourrait être un phénomène sans fin, créant en permanence de nouveaux univers bulles, chacun avec ses propres lois physiques. Cela implique que notre univers n'est peut-être qu'un parmi une infinité d'autres, chacun étant aussi unique qu'un flocon de neige. Plus troublant encore, certains de ces univers pourraient être totalement différents d'une autre, avec des lois physiques incompatibles avec la vie. Peut-être que nous vivons dans l'un des rares univers où la vie est possible, ou peut-être sommes-nous simplement chanceux, comme quelqu'un qui gagnerait à la loterie cosmique. Le paradoxe de l'univers observable n'a toujours pas de réponse définitive. Chaque découverte semble engendrer des mystères plus profonds. Nous sommes coincés dans un univers trop parfait pour être un hasard, mais dont les secrets semblent toujours hors de portée. Peut-être qu'un jour, nous comprendrons les mécanismes cachés qui régissent le cosmos,
ou peut-être que l'univers continuera à garder ses mystères pour lui. Certains cosmologistes vont encore plus loin en suggérant que notre perception même de l'univers pourrait être biaisée. Si nous voyons un cosmos parfaitement organisé, c'est peut-être parce que nous ne pouvons exister que dans un tel univers. C'est ce qu'on appelle le principe anthropique. Selon cette idée, l'univers n'est pas parfaitement calibré pour permettre la vie parce qu'il a été conçu de cette manière, mais simplement parce que, dans les univers où la vie ne peut pas exister, personne n'est là pour se poser la question. Mais l'hypothèse la plus fascinante reste celle des multivers. Si l'inflation cosmique s'est produite de manière continue, elle aurait pu générer une infinité d'univers parallèles, chacun avec ses propres caractéristiques physiques. Certains de ces univers pourraient être hostiles à toute forme de vie, des lieux où les étoiles ne peuvent pas se former, où les particules élémentaires s'effondrent immédiatement ou où le temps lui-même fonctionne différemment. Mais quelque part, dans cette mer d'univers potentiels, se trouverait le nôtre, calibré de manière presque miraculeuse pour permettre la vie telle que nous la connaissons. Cette idée donne le vertige, car elle transforme notre compréhension de la réalité. Si les multivers existent, cela signifie que notre univers n'est qu'une minuscule bulle dans un océan infini de mondes possibles. Chaque étoile que nous voyons dans le ciel pourrait être l'une des innombrables étoiles d'un univers parmi d'autres, perdu dans l'immensité cosmique. Mais cela soulève une dernière question: si notre univers est unique ou l'un parmi des milliards, y a-t-il un moyen de le savoir? Pouvons-nous un jour détecter un autre univers ou comprendre pourquoi le nôtre est aussi parfait? Pour l'instant, ces questions restent sans réponse. Le paradoxe de l'univers observable nous rappelle à quel point notre compréhension du cosmos est encore limitée. L'immortalité a toujours été l'un des rêves les plus anciens et les plus persistants de l'humanité. Les récits mythologiques, les légendes et la science-fiction regorgent de personnages cherchant à échapper à la mort et à prolonger leur existence indéfiniment. Mais sous cette quête de vie éternelle se cache un paradoxe existentiel profond: l'immortalité est-elle vraiment un don, ou pourrait-elle devenir un fardeau insupportable? Dans la mythologie grecque, l'histoire de Titon offre un avertissement puissant sur les dangers de l'immortalité. Aimé par la déesse Éos, il reçut le don de la vie éternelle, mais elle oublia de demander la jeunesse éternelle en même temps. Ainsi, Titon vieillit indéfiniment, son corps devenant de plus en plus décrépit, jusqu'à ce qu'il ne soit plus qu'une ombre misérable de lui-même, incapable de mourir mais également incapable de vivre dignement. Cette légende montre que l'immortalité, sans la santé et la jeunesse, peut être une malédiction cruelle. Au-delà de la mythologie, la philosophie s'est aussi intéressée à ce paradoxe. Le philosophe Bernard Williams a exploré l'idée que l'immortalité pourrait être fondamentalement insupportable. Selon lui, même si l'on conservait un corps jeune et en bonne santé, une vie infinie entraînerait inévitablement l'ennui, la lassitude et la perte de sens. Une existence éternelle, sans fin ni but ultime, pourrait devenir vide de toute signification. Sans le spectre de la mort pour donner de la valeur à chaque moment, chaque expérience deviendrait répétitive et fade. Les œuvres de fiction modernes comme L'Immortel de Jorge Luis Borges ou La femme immortelle de Simone de Beauvoir abordent également cette idée. Leurs personnages, condamnés à vivre pour toujours, sont progressivement consumés par la solitude et l'ennui, incapables de trouver un but durable dans un monde où ils ont déjà tout connu et tout perdu. Dans un cadre scientifique, la recherche sur l'immortalité a pris une nouvelle dimension. Avec les progrès en biotechnologie, certains chercheurs espèrent un jour ralentir, voire arrêter, le vieillissement biologique. Des entreprises de recherche en longévité, comme celle de la Silicon Valley, travaillent activement sur des thérapies génétiques, des nanotechnologies et des techniques de réparation cellulaire. Si ces technologies venaient à aboutir, l'humanité pourrait vivre bien plus longtemps, mais cela poserait des problèmes éthiques et sociaux considérables. Une société d'immortels provoquerait une crise de surpopulation et une raréfaction des ressources. La hiérarchie sociale pourrait devenir figée, les élites conservant leur pouvoir et leur richesse pendant des siècles. L'immortalité deviendrait peut-être un privilège réservé à une minorité, accentuant les inégalités de manière insoutenable. Sur le plan spirituel, certaines traditions religieuses considèrent l'immortalité terrestre comme un obstacle à l'accomplissement ultime de l'âme. Dans de nombreuses croyances, la mort est perçue non pas comme une fin, mais comme une transition vers une existence supérieure.
L'idée de vivre pour toujours dans le monde matériel pourrait être vue comme une stagnation spirituelle, empêchant l'évolution vers un état supérieur. Les trous noirs sont parmi les objets les plus mystérieux de l'univers. Ces monstres cosmiques avalent tout ce qui s'approche trop près, matière, lumière, énergie et information. Mais c'est précisément cette dernière notion qui a donné naissance à l'un des paradoxes les plus profonds de la physique moderne, le paradoxe de l'information des trous noirs. Selon les lois fondamentales de la physique, l'information ne peut jamais être détruite. Cette règle est un pilier de la mécanique quantique. Peu importe ce qui arrive à un objet, ses propriétés fondamentales peuvent toujours, en théorie, être reconstituées à partir des informations qu'il contient. Par exemple, si vous brûlez un livre, les molécules de cendre et de fumée contiennent encore l'information sur les lettres et les mots du texte, même si elle est irréversiblement dispersée. Mais les trous noirs semblent défier cette loi. Lorsqu'un objet est aspiré par un trou noir, il disparaît apparemment à jamais. Ni la lumière ni l'information ne peuvent en ressortir. Tout ce qui franchit l'horizon des événements, la limite au-delà de laquelle rien ne peut s'échapper, semble être perdu pour toujours. Cela contredit directement les principes de la physique quantique et crée une contradiction insoluble. Stephen Hawking a proposé dans les années 1970 une théorie révolutionnaire. Les trous noirs ne sont pas complètement noirs. Ils émettent une faible radiation, appelée radiation de Hawking, qui leur fait perdre lentement de la masse et les conduit à s'évaporer avec le temps. Mais cette radiation semble être purement thermique, sans contenir aucune information sur les objets avalés par le trou noir. Si cela est vrai, alors l'information disparaît bel et bien, ce qui viole les lois fondamentales de la physique. Cette idée a plongé les physiciens dans une crise conceptuelle. Si l'information est détruite, cela signifierait que l'univers lui-même pourrait être fondamentalement imprévisible. Tout ce que nous croyons savoir sur la conservation de l'énergie, de la masse et de l'information serait remis en cause. Pour résoudre ce paradoxe, plusieurs théories ont été proposées. L'une des plus audacieuses est celle de l'holographie. Selon cette hypothèse, toutes les informations absorbées par un trou noir pourraient être stockées à sa surface, sur l'horizon des événements, comme les données gravées sur un disque dur. Lors de l'évaporation du trou noir, ces informations pourraient être libérées d'une manière que nous ne comprenons pas encore. Une autre possibilité est que l'information ne soit pas détruite, mais qu'elle soit projetée dans un autre univers, un concept inspiré par la théorie des multivers. Ainsi, chaque trou noir pourrait être une porte vers un autre univers, où les informations sont sauvegardées sous une forme différente. Le paradoxe de l'information des trous noirs reste l'un des plus grands mystères de la physique contemporaine. Il se situe au carrefour de la relativité générale et de la mécanique quantique, deux théories qui ne s'accordent pas encore parfaitement. Résoudre ce paradoxe pourrait transformer notre compréhension de l'univers et nous rapprocher d'une théorie du tout unifiant toutes les lois de la nature. Le paradoxe de la boucle causale est un mystère intrigant qui défie notre compréhension du temps et de la causalité. Il décrit une situation où un événement est à la fois la cause et la conséquence de lui-même, enfermant ainsi l'univers dans un cercle temporel sans début ni fin. Ce paradoxe, exploré dans de nombreuses œuvres de science-fiction, plonge au cœur des plus grandes questions philosophiques et scientifiques sur le destin, le libre arbitre et la nature du temps. Imaginez un inventeur qui reçoit un mystérieux manuel technique détaillant la construction d'une machine à voyager dans le temps. Fasciné, il construit la machine en suivant scrupuleusement les instructions. Une fois le travail accompli, il décide de voyager dans le passé, emportant le manuel avec lui. Arrivé plusieurs décennies en arrière, il rencontre un jeune ingénieur prometteur, et lui remet le manuel. Cet ingénieur deviendra l'inventeur originel qui construira la machine des années plus tard. Mais alors, d'où vient réellement le manuel ? Personne ne l'a écrit, il semble exister par lui-même dans une boucle causale sans origine. Ce paradoxe soulève une question troublante, est-il possible que certaines choses existent sans jamais avoir été créées ? Peut-on imaginer des objets, des informations ou même des personnes enfermées dans des boucles temporelles, sans début ni fin ? L'idée est contre-intuitive, car elle va à l'encontre de la causalité traditionnelle, où chaque effet découle nécessairement d'une cause précédente.
Les physiciens qui étudient les voyages dans le temps, notamment dans le cadre des théories de la relativité d'Einstein, considèrent que les boucles causales pourraient exister en théorie. Les trous de verre, ces tunnels hypothétiques reliant différents points de l'espace-temps, pourraient permettre de voyager dans le passé et de créer de telles boucles. Cependant, cela impliquerait l'existence d'une réalité où le temps n'a pas de véritable début ni de fin, une idée profondément déconcertante. Un autre exemple célèbre de boucle causale se trouve dans le film Prédestination, où le personnage principal découvre progressivement qu'il est à la fois son propre père, sa propre mère et son propre ennemi, enfermé dans une boucle sans fin. Ces récits montrent à quel point les boucles causales peuvent être complexes et effrayantes. Mais au-delà de la fiction, la physique quantique propose un cadre encore plus déroutant. Certaines interprétations suggèrent que des particules subatomiques peuvent exister dans des états superposés, ce qui signifie que leur état futur pourrait influer sur leur état passé. Cela ouvrirait la porte à des boucles temporelles microscopiques et peut-être à une réalité où les boucles causales existent à des échelles bien plus grandes. La boucle causale nous force à repenser le concept même de cause et d'effet. Si le temps n'est pas linéaire mais circulaire, alors peut-être que certaines des grandes énigmes de l'univers, l'origine de la vie, la création de l'univers ou même la conscience humaine, pourraient être le résultat de boucles causales complexes échappant à notre compréhension actuelle. C'est une possibilité aussi effrayante que fascinante, car elle remet en question tout ce que nous croyons savoir sur la nature de la réalité. Le paradoxe de Zénon, formulé par le philosophe grec Zénon d'Élée au VE siècle avant notre ère, est l'un des plus célèbres dilemmes philosophiques et mathématiques de l'Antiquité. Il remet en question la réalité même du mouvement et du changement à travers une série d'énigmes logiques destinées à démontrer que le mouvement est impossible, du moins en apparence. L'un des paradoxes les plus connus de Zénon est celui d'Achille et de la tortue. Imaginez qu'Achille, le héros grec légendaire, court une course contre une tortue qui bénéficie d'une avance initiale. Même si Achille est beaucoup plus rapide, Zénon affirme qu'il ne pourra jamais rattraper la tortue. Pourquoi ? Parce que chaque fois qu'Achille atteint l'endroit où se trouvait la tortue, cette dernière aura avancé un peu plus loin. Même si cet écart devient de plus en plus petit, il ne disparaît jamais complètement, créant une infinité d'étapes à franchir. Selon cette logique, Achille serait donc condamné à courir pour toujours sans jamais atteindre la tortue. Un autre paradoxe célèbre est celui de la flèche. Zénon soutenait qu'une flèche en vol est immobile à tout instant précis de son trajet. À chaque moment figé, la flèche occupe une position précise dans l'espace. Comme elle est immobile à cet instant précis, son mouvement semble impossible si l'on ne considère que des moments figés. Si chaque instant de son vol est immobile, alors, logiquement, le mouvement ne devrait pas exister. Ces paradoxes reposent sur l'idée que le temps et l'espace sont infiniment divisibles. Si l'on peut diviser un trajet en une infinité de points intermédiaires, parcourir une distance quelconque semble devenir impossible. Pourtant, dans le monde réel, nous voyons des objets se déplacer et des distances être franchies tous les jours. Ce décalage apparent entre la logique mathématique et l'expérience sensible a intrigué les philosophes et les scientifiques pendant des siècles. Les mathématiciens ont fini par résoudre ces paradoxes grâce à la notion de limite en calcul infinitésimal, développée par Newton et Leibniz au XVIIe siècle. En utilisant des séries infinies convergentes, ils ont démontré qu'une somme infinie de petites distances peut tout à fait produire une distance finie. Par exemple, dans le cas d'Achille et de la tortue, la distance parcourue peut être représentée par une série mathématique dont la somme est finie, prouvant qu'Achille rattrapera bel et bien la tortue après un certain temps. Cependant, la résolution mathématique ne règle pas complètement le mystère philosophique. Les paradoxes de Zénon soulèvent toujours des questions profondes sur la nature du temps, de l'espace et de la réalité. Sont-ils composés d'éléments discrets, comme les pixels d'un écran, ou sont-ils continus et infiniment divisibles ? Ces questions sont au cœur des débats actuels en physique théorique, notamment dans la recherche sur la gravité quantique et la structure fondamentale de l'univers. En physique moderne, certaines théories comme la mécanique quantique et la relativité générale explorent l'idée que le temps et l'espace pourraient ne pas être continus. Des concepts tels que le temps de Planck et la longueur de Planck suggèrent que l'univers pourrait être composé d'unités minimales, indivisibles, remettant en question l'idée d'une infinité de points entre deux positions. Si cela est vrai,
les paradoxes de Zénon pourraient être bien plus que de simples jeux de logique et avoir des implications profondes sur la façon dont l'univers fonctionne à un niveau fondamental. La conscience est sans doute l'un des plus grands mystères de l'univers. Chaque être humain perçoit le monde à travers son esprit, ressent des émotions, pense et rêve. Mais comment des particules matérielles, organisées sous forme de cellules cérébrales, peuvent-elles produire une expérience subjective aussi complexe que la conscience? C'est ce que l'on appelle le paradoxe de la conscience, l'idée que quelque chose d'immatériel semble émerger de la matière pure. Les scientifiques considèrent le cerveau humain comme l'objet le plus complexe connu de l'univers. Des milliards de neurones y sont connectés par des trillions de synapses, créant un réseau électrique et chimique incroyablement sophistiqué. Pourtant, malgré des avancées spectaculaires en neurosciences, personne ne sait vraiment comment ces interactions physiques donnent naissance à la conscience. L'activité électrique du cerveau peut être mesurée, mais l'expérience subjective, ce que cela fait de ressentir la douleur, l'amour ou la peur, reste une énigme. Les philosophes qualifient ce problème de hard problème de conscience, une expression popularisée par le philosophe David Chalmers. Pour lui, il existe une barrière fondamentale entre les phénomènes physiques observables et les expériences internes vécues par chaque être humain. Pourquoi un certain réseau de neurones en activité génère-t-il des pensées conscientes, alors qu'un ordinateur exécutant des calculs complexes ne semble pas ressentir ce qu'il fait? Plusieurs théories tentent d'expliquer ce paradoxe. Les matérialistes purs affirment que la conscience est une simple émergence de la complexité du cerveau. Pour eux, il n'existe rien au-delà de la matière, la conscience est une illusion produite par le cerveau, un sous-produit de processus biologiques qui évoluent depuis des millions d'années. D'autres pensent que cette explication est insuffisante. Certains philosophes proposent que la conscience soit une propriété fondamentale de l'univers, tout comme la gravité ou l'espace-temps. Cette idée, appelée panpsychisme, suggère que chaque particule de l'univers possède une forme minimale de conscience, et que notre esprit est simplement le résultat de leur organisation extrêmement complexe. Les théories scientifiques modernes, comme celle de la théorie de l'information intégrée, tentent de quantifier la conscience en termes de calculs mathématiques et d'interconnexions neuronales. Cependant, même ces modèles avancés peinent à expliquer pourquoi un cerveau produit une expérience consciente tandis qu'un ordinateur, conçu pour traiter de gigantesques quantités d'informations, ne semble pas en avoir. La téléportation est un rêve technologique fascinant. Imaginez pouvoir vous déplacer instantanément d'un endroit à un autre, effaçant les distances et les frontières en un clin d'œil. Mais derrière cette vision de science-fiction se cache un problème philosophique profond. La téléportation remet en question la nature même de l'identité et de la continuité de la conscience. Pour comprendre ce paradoxe, imaginez une machine de téléportation semblable à celle vue dans Star Trek. Lorsqu'une personne entre dans la cabine, son corps est décomposé en particules élémentaires, ses atomes sont numérisés et envoyés à un autre endroit, où un dispositif identique reconstruit l'individu, atome par atome. À la fin du processus, la personne apparaît à destination avec tous ses souvenirs, sa personnalité et son apparence intacte. Mais que devient la personne originale? Est-elle détruite lors du processus de téléportation? Si c'est le cas, la personne réassemblée à l'arrivée est-elle vraiment la même? Ou s'agit-il d'une réplique parfaite, tandis que la vraie personne a été tuée dans le processus? Les philosophes considèrent ce problème comme une question d'identité personnelle et de continuité de la conscience. Si la personne à l'arrivée est une copie exacte, avec les mêmes souvenirs, la même apparence et les mêmes pensées, peut-on vraiment affirmer qu'elle est différente? Après tout, d'un point de vue extérieur, elle semble être identique à l'original. Mais de l'intérieur, c'est une autre histoire. Si la personne originale est effectivement détruite, elle ne ressent plus rien. Pour elle, la téléportation serait équivalente à la mort, même si quelqu'un d'identique apparaît ailleurs. Cela suggère que la téléportation, telle que décrite dans les récits de science-fiction, pourrait être une forme de suicide déguisé, suivie d'une reconstitution parfaite. Des expériences de pensée comme celle-ci sont souvent utilisées pour explorer des concepts liés à l'identité personnelle, au moi et à la nature de la conscience.
Les neuroscientifiques et les philosophes débattent encore de la question, la conscience est-elle liée à un support matériel spécifique, notre cerveau, ou peut-elle être transférée dans un autre support, comme un ordinateur ou un nouveau corps? Si un jour la téléportation devenait technologiquement possible, les implications éthiques seraient énormes. Les gens accepteraient-ils de se téléporter en sachant qu'ils pourraient cesser d'exister à chaque voyage, même si une copie parfaite d'eux-mêmes continue à vivre ailleurs? Ce paradoxe soulève une inquiétante question sur la définition même de la vie et de l'identité. Sommes-nous la somme de nos souvenirs et de notre structure biologique, ou quelque chose de plus? Peut-être que la téléportation ne sera jamais qu'un concept de science-fiction. Mais même si elle reste théorique, elle nous pousse à examiner ce qui fait de nous des êtres conscients, uniques et continus à travers le temps. Merci d'être resté jusqu'à la fin. N'oubliez pas d'aimer la vidéo, de vous abonner et de partager vos propres histoires en commentaire. On se retrouve demain à la même heure devant ce feu.